Welcome to the rebellion. Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur Andor saison 2. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu les épisodes 7, 8 et 9. Ce troisième arc d'Andor saison 2 se déroule 2 ans avant la bataille de Yavin, soit en même temps que la saison 3 de Rebels. Pendant que Maul s'associe à Ezra Bridger pour retrouver Obi-Wan Kenobi, Wedge Antilles rejoint la rébellion, Saw Gerrera découvre le génocide de Geonosis, Sabine Wren s'entraîne à manier le sabre noir, a lieu la bataille d'Atolon menée par le Grand Amiral Thrawn, ou encore Mon Mothma tient son fameux discours unificateur de l'Alliance rebelle, mais on reviendra évidemment sur ce dernier point. Contrairement aux 2 précédents arcs, ces 3 épisodes sont bien plus distincts les uns des autres, et donc je vais plus les aborder dans l'ordre chronologique. Commençons donc avec l'épisode 7 qui s'ouvre sur les rebelles installés sur la lune Yavin 4, là où Cassian Andor avait eu une altercation avec un groupe 2 ans plus tôt. Yavin n'est pas la première base des rebelles, il est considéré que c'est sur la planète Dantooine que c'est le cas. Dantooine, à l'origine, était mentionné dans Un Nouvel Espoir par Leia Organa pour que le grand Moff Tarkin s'attaque à la base désormais vide de Dantooine au lieu de Yavin qui abrite réellement la flotte rebelle. Where is the rebel base? Dantooine. They're on Dantooine. Dans l'univers légende, Dantooine a conservé son aura de berceau de l'espoir comme dans le jeu vidéo Knights of the Old Republic où elle abrite une enclave Jedi. Mais dans le canon, la base rebelle de Dantooine apparaît dans le roman Étoile perdue et on voit rapidement la planète dans la série animée Résistance. Elle a eu de nombreuses occasions manquées. En effet, dans une autre version du scénario du Réveil de la Force, le Premier Ordre avait construit sa base principale, aujourd'hui connue sous le nom de base Starkiller, sur Dantooine, donc en détournant le symbole de la rébellion. Et dans Rogue One, il avait été prévu de montrer l'évacuation de la base de Dantooine comme mentionné dans Un Nouvel Espoir. Dantooine est lié un peu plus tard à Andor, mais j'y reviendrai. Et donc ici, les rebelles ont déjà évacué Dantooine pour s'installer sur Yavin 4. On reconnaît des baraquements typiques de l'armée américaine qu'on avait déjà vu avec la Nouvelle République dans la série The Mandalorian, des chasseurs X-Wing T-65B et un chasseur Y-Wing BTL, une série de chasseurs bombardiers qui comprend plusieurs variantes, dont le Y-Wing BTLB de la République Galactique, le Y-Wing BTL A4 le plus utilisé par les rebelles, et le Y-Wing BTL S3 qui provient du court-métrage en animation d'Autant de la Guerre des Étoiles, le téléfilm Star Wars de 1978 et qui existe aussi dans l'univers canon. Ici, en suivant Wilmon Pack qui sort du transport, il y a un Yakaru qui marche, il s'agit de Bistan, un des rebelles qui participera à la bataille de Scarif dans Rogue One Star Wars Story. Et ici, Wilmon passe devant un Talpidien, une espèce de l'ascension de Skywalker avec l'expert en armes de la résistance, Upper Tenrex. Sur Gorman, la tension continue de monter avec des attentats terroristes qui se multiplient et la série nous fait comprendre que c'est l'exemple de l'attaque de l'arc 2 qui se répète, c'est-à-dire des affrontements anti-impériaux organisés par les rebelles mais très probablement amplifiés par l'Empire et le bureau de la sécurité impériale selon le grand plan du directeur Orson Krennic. Ces nouvelles sont annoncées par un journaliste qui parle à son droïde caméra sur lequel il y a d'ailleurs écrit « News » ici en eurobèche. Ces droïdes caméras ont été inventés pour le Sénat galactique de l'Amna Phantom. Pendant ce temps, Lio Partagaz explique à Dedra Meero que le plan original de Krennic pour Gorman se poursuit car aucun substitut ou alternative synthétique au minéral de Gorman, le calkite, n'a été trouvé malgré les recherches faites au laboratoire d'Idou. Et c'est ici une remarque intéressante, puisque l'initiative énergie dont parlait Krennic et qui justifie l'intervention de l'Empire sur Gorman pour récupérer le calkite est très clairement la même chose que le projet Nébuleuse, le nom de code de la construction de l'étoile de la mort. Et le laboratoire d'Idou est celui que l'on voit dans Rogue One, la raffinerie impériale de Christo Kyber en VF, ou plus parlant, le Idou Energy Conversion Laboratory en VO, soit le laboratoire de la conversion énergétique. C'est dans ce labo que travaille actuellement Galen Walton Erso, père de Jyn Erso et concepteur du canon de l'étoile de la mort, qui utilise les cristaux Kyber des Jedi pour détruire des planètes entières. Sur Coruscant, l'action se passe dans un magnifique endroit à l'extérieur du Sénat galactique, qui d'ailleurs a probablement été construit sous l'Empire, puisqu'on ne voit à aucun moment ces structures sous la République. Mais j'avais cité la dernière fois le palais des arts Reina Sofia de Valence que l'on reconnaît ici, mais il fait en réalité partie d'un ensemble, la Cité des arts et des sciences de Valence en Espagne, où chacun de ces bâtiments est utilisé dans la série.
Pour rentrer au Sénat, tout le monde, y compris les sénateurs, doivent passer par des portiques de sécurité assez similaires à ceux de l'Inquisitorius sur Noor de la série Obi-Wan Kenobi, mais qui portent ici une signification particulière. En effet, dans Andor, les formes rondes sont pas mal associées à la démocratie, à l'espoir et aux rebelles, et paradoxalement, le Sénat galactique corrompu est probablement la chose la plus ronde de la série. Mais justement, le Sénat est la façade de l'Empereur le temps que son étoile de la mort soit terminée, et ces portiques à forme presque hexagonale sont la représentation de la perversion par l'Empire dès l'entrée au Sénat. Au portique, on peut voir un Meilito, une espèce insectoïde aveugle et muette créée pour le réveil de la force avec le Ronin Sarko-Plank, mais dont la culture est principalement développée dans le jeu vidéo Outlaws. Et petit détail sympathique, les gardes du Sénat portent des uniformes impériaux mais bleus, exactement comme les gardes du Sénat à l'époque de la République galactique. De retour sur Yavin, Cassian Andor et Bix Kalin rencontrent une guérisseuse qui a rejoint la rébellion, et ce n'est pas n'importe quelle guérisseuse car elle est sensible à la force. Elle est probablement peu sensible à la force, mais elle est capable de soigner par la force, un pouvoir qui existe depuis les origines de Star Wars avec le roman légende Splinters of the Mind's Eye de 1978. Dans le canon, on l'a déjà vu utilisé par Grogu dans The Mandalorian, ou encore Rey dans l'ascension de Skywalker. Et ce personnage a de multiples raisons d'être présent. Déjà, elle représente ce que les Jedi et même les êtres sensibles à la force de manière générale sont à cette période juste un souvenir des êtres brisés avec peu de pouvoir. Et en plus de ça, ce personnage participe à la thématique de la foi de Cassian envers la cause, celle de combattre l'Empire. Dans cet arc, Cassian est prêt à tout quitter pour Bix, et par la décision de cette dernière, Cassian sera forcé de rester. Et rappeler la foi de Cassian par la force rappelle la scène de Chiruti Mwe et le rebelle dans la prison de Saw Gerrera dans Rogue One. I'm beginning to think the Force and I have different priorities. Relax, Captain. We've been in worse cages than this one. This is a first for me. There is more than one sort of prison, Captain. I sense that you carry yours wherever you go. Cassian est un personnage pragmatique et qui ne veut pas se résoudre à des croyances ou à de l'espoir, mais à des actes, mais c'est bien par une simple dose d'espoir qu'il termine son parcours 2 ans plus tard. You think anybody's listening? Je rappelle aussi que la première chose que le Senrael a offerte à Cassian est un Crystal Kyber, un artefact lié à la force puisqu'il est utilisé comme source d'énergie des sabres laser, et Jyn Erso dans Rogue One porte également un Crystal Kyber donné par sa mère, Lyra Erso. Quand la guérisseuse demande à Bix qui est Cassian, elle lui répond que c'est un pilote et un soldat. En réalité, Cassian est bien plus que ça, et ce que cet arc définit encore plus que les autres est qu'il est un leader. Mais le fait que Bix le définisse comme un pilote va aussi dans la thématique de l'arc. Le titre de l'épisode est Messager. Cassian est le messager qui revient au Sénat galactique témoigner des atrocités de l'Empire. Il prend un rôle de journaliste pour sa couverture, mais est le seul à véritablement faire un travail de journalisme face aux autres qui propagent la propagande impériale. Cassian est le messager qui témoigne de son combat auprès de Mon Mothma. C'est le messager de la nouvelle de l'étoile de la mort sur Kafrine quand on le rencontre dans Rogue One, et c'est encore une fois le messager, ou plutôt un des messagers de la transmission des plans de l'étoile de la mort sur Scarif. Durant la scène de la guérisseuse, on peut remarquer plusieurs aliens, dont ce Tarsent, qui ressemble énormément à Vauber Dand, un logisticien de la résistance dans la post-logie, à moins qu'il ne s'agisse d'Ibdoun Dand, son père, qu'on ne voit uniquement que dans l'épisode 9, avec ici un Tarsent qui porte le même casque que lui. Dans le même style, il y a un Choser comme Ghost Towers de la résistance dans Le Réveil de la Force, et ici une espèce sans nom qui est celle de Capsus Pilar, un personnage de l'ascension de Skywalker. Et la scène qui redéfinit Cassian en tant que leader est suivie du retour d'un personnage de Rogue One, un leader justement, David Draven, général de la future Alliance Rebelle. Il a d'ailleurs probablement le même grade, mais le symbole est légèrement différent. Les grades rebelles ne sont composés que de points normalement, mais je pencherai vers une version pas encore établie de la hiérarchie rebelle à ce stade. Dans Rogue One, Draven est le responsable direct de Cassian, et c'est lui qui l'envoie sur Idu assassiner Galen Erso. Mais après la bataille de Yavin, les rebelles ont été piégés par l'Empire lors de la bataille de Makota, et Draven s'est fait tuer par Dark Vador pour protéger la fuite de Leia Organa. La scène de l'arrivée de Draven reprend d'ailleurs celle de l'arrivée de Jyn Erso sur Yavin dans Rogue One. De plus, on y reconnaît quelques personnages et aliens comme AL1-L3, surnommé Ali, une droïde de protocole créée à l'origine pour les derniers Jedi mais qui apparaît finalement dans l'ascension de Skywalker. Sans qu'on la voie dans Solo, Ali travaillait dans les mines de Kessel pour le syndicat Pike, mais a été libérée par la révolution droïde de L337. On la retrouve donc ici avec les rebelles sur Yavin 4 et 37 ans plus tard, elle répondra à l'appel de Lando Calrissian et Chewbacca
Chewbacca pour combattre Dark Sidious et l'Éternel Sith sur Exegol. On la retrouve ainsi à la fin du film sur Ajan Kloss. Revenons à Andor avec ici, très difficile à avoir, une espèce sans nom, celle de Susot Volupicite de Solo, et là un Shakirin, comme le mécanicien Yipsit de l'épisode 9. Davis Draven vient donc voir Cassian qui charge son vaisseau, un chasseur-véhicule de soutien U-Wing UT-60D, un transport originaire de Rogue One. Et quand le vaisseau part, on assiste à la même mise en scène que quand Cassian, K2SO et Jyn Erso partent pour Jeddah, avec un Draven qui le regarde partir et le U-Wing qui passe en hyperespace avec la géante gazeuse Yavin en fond. Revenons sur Gorman où l'Empire a envoyé plusieurs nouvelles têtes. Tout d'abord le capitaine Kaido, spécialiste en crise qui va se faire un plaisir à être sûr que le massacre de Gorman se déroule correctement, mais aussi le sergent Bloy qui débarque avec de nouvelles recrues. Cet arc met en opposition la jeunesse, ici présentée avec cette troupe qui serait littéralement sacrifiée durant le massacre, alors que les rebelles ne font que recruter des jeunes qui arrivent sur Yavin, comme dit au début de l'épisode, mais les rebelles en prennent soin, au moins ils ne sont pas plus sacrifiés que les autres. Et ces bleus débarquent à bord du même véhicule qu'on avait déjà vu sur Minaro dans le premier arc, une inspiration du Sonderkraftfahrzeug 251, un véhicule de transport de troupes allemand de la Seconde Guerre mondiale. Excusez-moi pour ma prononciation de l'allemand, déjà que j'avais écorché le nom de la conférence de Wannsee la dernière fois, je fais de mon mieux. Et pour rester sur les véhicules, il y a ici une motojet 74Z du Retour de Jedi, mais en version noire, comme sur Aldhani dans la première saison. Vient ensuite une scène super importante. Sur Yavin, Vel Sarsa vient rencontrer Bix Kalin pour en gros la convaincre de laisser de côté Cassian, car c'est elle le frein au plein potentiel de Cassian au sein de la rébellion. Vel est passé au recrutement de la rébellion alors qu'à la scène d'avant, on avait l'introduction d'un personnage similaire côté impérial. Et la mise en scène dit tout. Vel s'arrête en étant au centre de l'ouverture circulaire de la porte, cercle qui d'ailleurs est encore une fois associé aux rebelles. Et elle forme alors le futur symbole de l'Alliance rebelle, symbole pour rappel qui provient du Phénix dessiné par Sabine Wren dans Rebels. Et cette image est reprise ici avec Cassian qui est dans le cercle car il fait partie de la rébellion, mais n'est pas au centre car il n'a pas encore atteint son rôle de pilier. Mais à la fin de l'arc, une fois que Bix est parti, Cassian se retrouve au centre du cercle et c'est lui qui forme ici le logo. En plus, c'est à la fin du dernier épisode, une fois que Bix est parti, que Cassian est enfin appelé capitaine. Captain Andor, they were looking for you. Bien évidemment, il avait déjà ce grade avant, mais il n'est dit dans la série que quand il est libéré de Bix, et c'est littéralement la rébellion qui le rappelle directement par son grade. Et pour poursuivre sur les développements de personnages, Vel arrive dans le dos de Bix sans que cette dernière ne panique, elle n'est donc plus aussi paranoïaque qu'à l'époque de Minaro ou Coruscant. Elle a atteint la fin de son arc de personnage, il est temps pour elle de s'éclipser. Vel dit que ce sont Draven et Dodonna qui l'envoient parler à Bix. Draven, on en a déjà parlé et c'est probablement lui qui a proposé l'idée suite à son altercation avec Cassian, mais on n'a pas parlé de Dodonna. Jan Dodonna a servi la République galactique et puis l'Empire dans la marine, mais a fini par rejoindre la rébellion en commandant le groupe Massassi, une des cellules rebelles du mouvement de résistance de Bail Organa. Le groupe Massassi est la cellule rebelle autour de laquelle l'Alliance rebelle se formera avec la réunion de nombreuses autres, comme la cellule Phoenix que l'on suit dans Rebels. Jan Dodonna est alors devenu général de l'Alliance et a participé à l'organisation de la bataille de Yavin dans Un Nouvel Espoir. Peu de temps après, il se sacrifiera également lors de la bataille de Makota avec son croiseur, le République, et permis à de nombreux hauts responsables de l'Alliance rebelle de survivre, dont Mon Mothma, Dial Akbar ou encore Hera Syndulla. Sur Gorman, Cassian part s'enregistrer sous un faux nom, celui du journaliste Ronnie Goodjeu de Mi-Bordure Info, auprès d'un employé qu'il avait déjà croisé 1 an plus tôt et qui le reconnaît évidemment. Ce personnage s'appelle Scylla et comprend que Cassian est un espion car il lui avait déjà donné le nom de Varian Sky la dernière fois. D'ailleurs, je n'avais pas la référence moi-même et merci en commentaire encore une fois, mais Varian Sky rappelle Varian Fry, un journaliste américain qui depuis Marseille a sauvé entre 2000 et 4000 juifs et militants anti-nazis en les aidant à fuir l'Europe et le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en parlant des fausses identités et pseudonymes de Cassian, il commence à les cumuler. Il est né sous le nom de Cassa, il a été renommé Cassian Jeron Andor, et sous la rébellion, a travaillé sous les noms de Willix comme agent gouvernemental sur Ord Mantell, Hatch comme contact sénatorial sur Darknell, Joreth Sword comme assistant de l'amiral Grendriff, Kif Girgo sur Niamos et Narkina 5, Varian Sky lors de son premier voyage sur Gorman, Ronnie Goodjeu lors de son second, Clem sur Aldhani en reprenant le nom de son père adoptif, et a même utilisé le nom de code Fulcrum, utilisé pour le recrutement dans la rébellion, inventé par l'ancienne Jedi Ahsoka Tano, dont le logo reprend d'ailleurs les tatouages de son front, et dont l'ancien impérial Alexander Kallus l'a aussi utilisé.
À l'entrée de l'hôtel, il y a une alien d'une espèce sans nom, celle de Silva Zufai de Solo A Star Wars Story, et j'ai l'impression que celui à côté d'elle est une version mâle de l'espèce, mais aucune confirmation évidemment. Dans sa chambre, Cassian révèle que sa mallette cachait un fusil sniper en plusieurs parties, qui se construit en fait autour de son blaster qu'il a depuis Ferrix, c'était le blaster de son père Clem, le pistolet blaster Briar MW20, ce qui n'est pas sans rappeler l'arme qu'il utilise dans Rogue One, un pistolet blaster lourd convertible A280 CFE, un pistolet modifiable à la fois en fusil d'assaut, mais aussi en sniper, comme lorsqu'il tentera d'assassiner Galen Erso sur Idoo. Ici on est exactement dans la même situation, où il est là pour assassiner Dedra Meero. Dès l'introduction de l'épisode 8, on a plusieurs messages. Déjà, c'est le seul fondu au blanc du logo Andor par une éclipse pour rappeler que le massacre de Gorman auquel on va assister marque vraiment la goutte d'eau qui va mener à la fondation de l'Alliance par Mon Mothma. Et juste après, on a ce plan aérien qui rappelle énormément Jedha avec sa ville sainte et son immense bâtiment. Dans les deux cas, l'Empire est venu piller un lieu fort culturellement, le Kalkit sur Gorman et le Kyber sur Jedha. Ce plan nous permet aussi de voir en détail l'architecture des toits de Palmo, la capitale de Gorman, qui sont clairement inspirés de l'architecture haussmannienne de Paris, un visage qu'a pris la capitale française sous le Second Empire grâce à Georges Eugène Haussmann. J'aime beaucoup ce plan où le capitaine Kaido observe la place comme un rapace et qui observe sa proie et le piège qu'il est en train de lui tendre. En plus, sa cape est légèrement plus longue au niveau des jambes, faisant penser à des ailes. Une symbolique similaire se trouve à la fin de l'épisode lorsque le massacre a eu lieu. Un plan aérien nous montre deux chasseurs taille tournés en rond autour de la place, comme des vautours prêts à se repaître des cadavres, comme l'Empire enfin prêt à détruire la planète pour son minerai. En quittant l'hôtel, Cassian comprend que Scylla fait partie du front Gorman et il lui dit la phrase suivante. Rebellions are built on hope. Phrase qui le touche réellement car il la ressortira 2 ans plus tard à Jyn Erso sur Jedha. Rebellions are built on hope. Et qui la répétera elle-même comme argument au conseil de l'Alliance rebelle pour lancer l'assaut de Scarif. Rebellions are built on hope. Une petite action de ce rebelle convaincu sur Gorman qui a perdu son père dès les premiers jours de l'Empire a eu un impact énorme sur la galaxie en participant au vol des plans de l'étoile de la mort puis à sa destruction. Et pour l'anecdote, l'ajout de cette réplique dans Andor est une idée du fils du créateur de la série, Tony Gilroy, et voici ce qu'il a dit dans une interview d'Entertainment Weekly. Je cite, « Mon fils est un grand fan de Star Wars, et il vient souvent à la maison pour me casser les pieds devant l'ordinateur en me disant que je ne sais pas grand-chose. Un jour, il est venu à la maison et s'est moqué de moi en disant « Eh bien, qui va introduire la phrase « L'espoir est à la base de toute rébellion ?» » Et je lui réponds « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il me répond « Eh bien, dans Rogue One, Diego le dit, et Jyn le répète. » Je lui réponds « Ça ne vient pas de quelque part ?» Il me dit « Non mec, de quoi tu parles? Tu ferais mieux d'y réfléchir. » En voyant la place libérée par les impériaux, les Gor en profitent pour mener une manifestation. N'a rien de plus français, encore une fois, et ils répètent « Nous sommes les Gor, la galaxie nous regarde ». La thématique de la visibilité est aussi super importante ici. Sur Narkina 5, dans la première saison, il y avait carrément un épisode qui s'appelait « Personne n'écoute ». Nobody's listening. Nobody's listening. Et une fois sortis de prison, Melshi et lui se sont donné la mission d'être les messagers des atrocités de Narkina. Somebody's got to tell people what's happening down there. We need to split up. Double our chances. One of us has to make it. People have to know what's going on. Comme je le disais tout à l'heure, Cassian est le messager de Gorman, comme il sera le messager de Scarif, où la question du message qui est bien passé se pose encore une fois, mais où c'est la première fois que quelqu'un lui répond avec une dose d'espoir. You think anybody's listening? Cyril Karn, ne comprenant pas comment la situation a pu dégénérer ainsi, va voir Dedra Meero, mais est d'abord envoyé dans un sas avec 6 droïdes de sécurité de série KX. Ce modèle a été construit dès la première année de l'Empire Galactique, mais alors que le Sénat impérial avait interdit la création de droïdes de combat suite à la guerre des clones, les industries arakides ont utilisé une faille dans la loi en commercialisant la série KX en tant que droïde de sécurité et ont été programmés sans la restriction standard interdisant de nuire aux formes de vie organiques sensibles. Mais les droïdes ont tout de même été programmés pour reconnaître et respecter les officiers de l'armée impériale de grade lieutenant ou supérieur. Parmi ces KX est évidemment présent K2SO, le futur collègue de Cassian Andor qui l'accompagne dans Rogue One. Et élément intéressant, mais dans le film, K2 est le seul à avoir une marque jaune au bras, alors que les autres KX qu'on voit dans le film sont rouges pour que l'on reconnaisse K2.
Et c'est discret mais ça sert dans le film même sans s'en rendre compte. Et ici dans Andor, tous les KX sont jaunes, probablement pour rappeler que K2 n'est pas encore reprogrammé et est encore impérial et n'est donc pas à différencier de la masse. Les droïdes KX sont présentés extrêmement menaçants dans Andor, et l'image qui revient le plus évidemment est celle du Terminator dans le premier film, une figure humanoïde mécanique impossible à arrêter, et le fait de ne leur pas donner de blaster participe clairement à ça. De plus, l'image du Terminator a déjà été utilisée avec les KX quand dans la série Le Livre de Boba Fett, l'armurière raconte la nuit des 1000 larmes de sang où l'Empire a bombardé Mandalore. Un plan montre des droïdes de série KX marcher dans les flammes, blaster à la main pour massacrer les survivants. Et ça c'est exactement ce que l'on voit dans le futur de Terminator où ici les machines ont des armes. Et là, il faut que j'aborde le retcon de l'épisode. Andor a toujours été attentif au lore établi dans Star Wars, mais parfois, il est obligé de modifier un peu l'histoire existante pour raconter une nouvelle, et cela porte sur la rencontre entre Cassian et K2 qui a déjà été racontée dans un one-shot de comics appelé Besoin Impérieux, publié en France dans le 100% Star Wars et les secrets de la galaxie. Andor est envoyé par le général Draven sur la planète Wekakawe avec les sœurs jumelles Kertas et Rismor pour enquêter sur une bévue impériale qui a mené à ce qu'un destroyer stellaire impérial désaffecté tombe entre les mains d'un groupe privé. Pendant la mission, Cassian est attaqué par un KX qui est éteint par un simple bouton par les sœurs et Cassian le reprogramme en quelques secondes. Parfois le droïde revient à son programme impérial, mais à la fin de la mission, bim, K2SO rejoint la rébellion. On est donc sur une version extrêmement anecdotique de l'histoire qui est donc retcon par la série, où K2 est découpé en deux et ramené sur Yavin où il est reprogrammé par des experts. Pour terminer avec K2SO, c'est un droïde qui a des dommages sur son armure, et vu le combat sur Gorman et l'état dans lequel il est ramené, on peut en déduire que c'est à cause de ça, mais en fait non. Déjà avant le combat, il avait exactement les mêmes traces que dans Rogue One. Et je vais m'attarder un peu sur les blasters impériaux qui racontent une certaine hiérarchie. Les blasters les plus réputés sont ceux des Stormtroopers, les fusils blasters E11. Ils ont eu leur ancêtre dans la prélogie avec la carabine blaster DC-15A, mais il y a eu d'autres versions entre-temps. Dans Solo, nous suivons Han dans l'armée impériale en tant que mode trooper sur Mimban, sont vraiment la chair à canon de l'Empire, et ils sont armés de fusils blaster E10. Ensuite, dans Andor, il y a une version évoluée pour un meilleur grade de l'armée impériale, et ils ont le fusil blaster E10.5. Et enfin, les Stormtroopers, qui sont encore au-dessus, ont le E11. Certains ont donc un E10.5, mais d'autres ont de simples bâtons électriques, exactement le même qu'on voyait sur Narkina 5 dans la première saison. Et allez, reparlons un peu de mise en scène avec le seul personnage présent sur Gorman qui se réjouit du massacre, c'est le spécialiste en crise, qui a littéralement le feu qui se reflète sur son visage. Dans son hôtel, Scylla se sacrifie en utilisant une grenade à fragmentation C25, celle qu'utilisent les Death Troopers sur Scarif dans Rogue One. Enfin, l'épisode 9 est dans une toute autre ambiance, autre lieu, presque autre personnage, mais pourtant la parfaite continuité de l'épisode 8 avec les conséquences du massacre de Gorman au Sénat impérial. Nous commençons donc avec, le Sénat, mais pas vraiment, le reflet du Sénat dans une flaque, qui est brouillée par la pluie, qui peut représenter les nouvelles de Gorman qui viennent apporter de la discorde au Sénat. Directement, le sénateur de Gorman, Daisy Oran, est arrêté par des Stormtroopers, et il est même désigné par la foule par ambassadeur et non sénateur, de quoi le rabaisser encore plus. Mais la scène nous est introduite non pas avec Mon Mothma mais Bail Organa, le sénateur d'Alderaan, et que dit Oran à la foule quand la caméra montre Organa au premier plan ? Je me demande bien si une telle situation arrivera à Organa un jour. Mon Mothma et Erskine Samaj découvrent dans leur bureau un mouchard du BSI qu'ils détruisent, et nous assistons donc à partir de là à une petite enquête impériale. Le problème est d'abord remonté à Felzonis, un attendant du BSI que des Dramiro avaient déjà missionné en saison 1 pour l'aider à traquer Cassian Andor à la discrétion de Blevin, le rival de Miro. Et Felzonis fait lui-même appel à un superviseur du BSI qui aurait dû être Grandi, une lieutenante que l'on avait vu siéger au conseil de Partagaz en saison 1 mais qui n'est pas réapparue depuis, et c'est le capitaine Lagrette qui doit se charger finalement de l'affaire. Sur Coruscant, nous suivons aussi Lucen Rael et Cleia Marquis qui retrouvent Cassian dans une rue. Mais leur première scène s'ouvre avec la caméra qui suit un vaisseau dans le ciel de Coruscant, un transport de troupes impériales qui vient à l'origine de Mandalorian, mais qui a aussi servi à transporter des prisonniers de Niamos à Narkina 5 dans la saison 1, dont Cassian. Sa présence ici n'est clairement pas anodine, surtout avec l'arrestation de Daisy Oran à la veille. Et on continue sur les vaisseaux avec juste à côté d'eux une navette cargo de classe Zeta, encore un modèle inventé pour Rogue One.
Ici au Sénat se trouve une espèce sans nom, mais c'est celle de Letrun Pei, un personnage des derniers Jedi sur Cantonica, et un des sénateurs qui parle, Gain, est un Tarlafar, une espèce du film Solo avec Wamos. Le sénateur suivant qui prend la parole s'appelle Nico, selon les crédits, mais quand il passe à l'écran, il y a écrit devant lui Sen Dan Gain, et plus loin Runa. Sen est l'abréviation de sénateur, ok, mais Dan Gain semble être un nom et un prénom, mais qui sont attribués au sénateur précédent, selon les crédits. Enfin, la mention de Runa fait référence à la planète du même nom, qui est la planète des Runan, une espèce de Lamna Santum, mais le sénateur ne semble pas faire partie de cette espèce. Lorsque Bail Organa prend la parole, il fait appel à l'article 17.252 qui stipule qu'en cas d'urgence, un sénateur doyen peut donner la parole à un autre sénateur doyen, ici donc Organa et Mosma. Mais Bail précise surtout que cet article a été proposé par le Conseil impérial, un groupe de bureaucrates qui conseillent directement l'empereur. On y retrouve le grand vizir Masameda, mais aussi les conseillers que l'on voit dans le Retour de Jedi, avec Seit Pestade, Janus Grijatus, Ars Dangor ou encore Kren Blista Vani. Après avoir tué Beskha, la fausse espionne de la rébellion qui faisait en fait partie du BSI, Cassian dit à Mon Mothma Welcome to the rebellion. Phrase déjà prononcée la même année par Sabine Wren à Wedge Antilles dans Rebels, lorsqu'elle est venue extrader plusieurs pilotes impériaux souhaitant rejoindre les rebelles. Welcome to the rebellion. Pendant ce temps sur Yavin, une petite scène a lieu où Vel fait son travail d'entraînement des recrues. Les blasters des nouveaux venus sont étalés sur la table et il n'y a pas tant de modèles que ça que l'on connaît, mais cette arme que tient Vel est un pistolet blaster A180, un blaster modulable en fusil, en sniper et auquel on peut rajouter un lanceur ionique, et c'est l'arme de Jyn Erso dans Rogue One. Mais Vel Sarsa s'attarde sur un blaster en particulier, un pistolet blaster B1NA dont on connaît l'identification puisqu'elle est marquée ici en eurobèche AD616KD6KA. Ce blaster, si vous ne le saviez pas, était le blaster de Cyril Karn lorsqu'il travaillait pour Preox Morlana. Sur Ferrix, Cassian lui a volé et l'avait avec lui durant le casse d'Aldani. Il ne l'a pas utilisé durant le casse, mais l'avait avec lui et a été remarqué par Harvel Skin, qui a demandé à Cassian qu'est-ce qu'il faisait avec un blaster des corpos. They'll ask me to have a look. Corporate issue. Interesting. Vel connaît donc cette arme de là, elle sait qu'elle vient de Cassian, et c'est encore un message de l'influence de Cassian sur les autres, puisque ce blaster appartient désormais à Ruescott Melshi, le prisonnier de Narkina 5 qui a fui avec Cassian, et dont ce dernier lui a confié ce blaster en quittant Niamos. Les deux personnages s'étaient promis de répandre la vérité de Narkina, d'être des messagers. Donc cette scène permet déjà de réintroduire Melshi, qui sera très probablement présent dans l'arc 4 et qui mourra lors de la bataille de Scarif, mais aussi de remettre un énième point sur l'évolution du rôle de Cassian. Wilmon Pack et Drina ont pu finalement s'échapper de Gorman, mais Wilmon est gravement blessé et envoyé directement sur Yavin. Là-bas, il est accueilli par des médecins de la rébellion qui portent le symbole universel du corps médical. Ce symbole apparaît la première fois dans le film The Clone Wars, mais on le retrouve de la Haute République à la Nouvelle République et utilisé par tous les camps. La dernière scène de l'arc montre l'activation de 4 vaisseaux après sa reprogrammation. Les rebelles, dont Cassian, sont ici armés de fusils blaster A300, un blaster modulable de Rogue One. Dans le film, on peut voir les 3 variantes, fusil, carabine et sniper. Et il est maintenant temps de parler de l'élément qui a fait le plus de bruit, le discours de Mon Mothma. Ici encore une fois, la série joue avec le lore, avec quelques retcons, mais honnêtement, c'est pour le bien de la série. Déjà, Mon fait un discours au Sénat Galactique en nommant l'empereur Palpatine de monstre. The monster who will come for us all, soon enough, is Emperor Palpatine. Cet élément était déjà un peu présent dans Rebels, où on voit Ezra Bridger et Garazia Borelios écouter une partie du discours de Mothma, où elle parle du massacre de Gorman et elle accuse directement Palpatine. Imperial Senator Mon Mothma of Chandrilla has shocked the Senate with her treasonous remarks against Emperor Palpatine. I name the Emperor himself for ordering the brutal attacks on the people of Gorman. Ce discours est donc logiquement celui qu'elle a prononcé au Sénat, mais déjà n'est pas exactement le même, mais l'Empire est censé avoir tout coupé, alors que là, on a un officier impérial qui réagit au discours pour après le passer sur la chaîne publique galactique Lolo Newsnet. Aussi, Mothma ne porte pas la même tenue, dans Rebels elle a la tenue qu'elle porte dans Rogue One et le Retour de Jedi, tout comme sa coupe de cheveux qui est différente dans Andor.
Cependant, il est précisé que Mothma n'est pas envoyé directement sur Yavin pour des raisons de sécurité, c'est l'escadron Gold qui va d'abord s'en charger. L'escadron Gold est l'escadron de Y-Wing qui participera aux batailles de Scarif, Yavin ou encore Endor. Mais comme on le voit dans Rebels, c'est bien l'escadron Gold dirigé par le capitaine John Dutch Vander qui prend en charge la sénatrice et retrouve l'escadron Phoenix près de la nébuleuse d'Archeon dans une opération appelée Handoff. Dans l'épisode, on y retrouve aussi Erskine Samaj par exemple. Après plusieurs péripéties où la stratégie du Grand Amiral Thrawn, les destroyers stellaires de la gouverneure Arinda Pryce et le défenseur TIE du commandant Vult Skiris n'ont pas suffi à arrêter les rebelles, ces derniers se retrouvent en orbite de Dantooine, planète connue donc comme l'un des berceaux de la rébellion, pour prononcer un second discours afin de réécrire l'histoire. Et c'est ce discours adressé aux rebelles de toute la galaxie qui les unifiera en l'Alliance pour la restauration de la République, le nom complet de l'Alliance rebelle. Cependant, un autre petit hic, la scène montre plusieurs personnages assister au discours. Il y a Ryder Azadi sur Lothal, Jun Sato et Rex sur Atolon, et Bail Organa et Jan Dodonna à bord d'un vaisseau. Or, Bail a dit à Mon qu'il allait rester sur Coruscant, mais en vrai ce détail n'est pas vraiment un problème. On ne sait pas exactement combien de temps sépare les deux discours, et Bail a dit rester sur Coruscant dans le sens de rester au Sénat publiquement, ne veut pas dire qu'il y est cloisonné. De plus, il se trouve dans un vaisseau avec le groupe Massassi de Dodonna, ce n'est pas comme s'il était sur une planète éloignée de la capitale. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la rediffusion de notre critique en live que nous avons faite sur Twitch et qui est disponible sur la chaîne YouTube secondaire. Et sur la chaîne principale, vous avez la discussion avec Tribune et Max Rebo sur les 3 épisodes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Banane les Étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.